Voilà, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo, pour parler d'un autre sujet, qui est tout simplement la lecture. La lecture, les livres, en fait c'est quand tu regardes des mots et tu les suis les uns après les autres et ça forme un texte dans ta tête, ou même pas dans ta tête, sur le papier. Bref, je vais pas vous expliquer ce que c'est la lecture maintenant. Mais voilà, il se trouve que je lis pas mal de livres ces derniers temps. Et puis voilà, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire sur certains trucs, sur certaines œuvres que j'ai lues. À savoir que moi, je suis plus du genre à lire des trucs du style aventure, thriller et science-fiction. Je dirais que c'est un peu les trois grands domaines de ce que je lis. Donc voilà, si vous, pour vous resituer un petit peu. Et du coup, voilà. Du coup, on va parler de tout ça. On va commencer tout de suite avec un gros morceau, un très gros morceau. On va entamer avec la saga Métro, Métro 2033 de Dimitri Gloukovski. Pas mal. Bref. Donc Dimitri Gloukovski, j'ai enfin terminé la saga, c'est-à-dire les 3 livres. Les 3 livres, j'ai terminé donc 2035 il n'y a pas longtemps. Et voilà, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé et tout. Donc, par où commencer? Il y a beaucoup à dire. Mais pour faire simple, je dirais que 2033, il y a tout dans 2033. Il y a tout ce que tu veux dans ce livre. À tel point que les deux autres, ils sont bien, mais il n'y a pas autant que 2033, tu vois. Il y a tellement tout dans 2033 qu'il se suffit à lui-même, je dirais. Tu pourrais lire que 2033 et ça irait très bien. Et j'ai un peu l'impression que le 2034 et 2035, il les a écrits en se disant ouais, ok, les fans, ils m'en redemandent encore un. Allez, tenez, je vous en fais encore un autre, c'est gratuit pour vous. Mais il n'en avait pas vraiment envie. Peut-être 2035, un peu plus. 2035, tu sens qu'il avait de bonnes idées à développer. 2034, pas du tout. Mais 2035, oui. Et voilà. Mais globalement, 2033, tu vas suivre un héros Artyom. Donc, vous connaissez le contexte, j'imagine, ou peut-être pas. Il y a eu la Troisième Guerre mondiale, donc guerre nucléaire. Une bombe nucléaire est tombée sur Moscou. Les gens qui ont survécu, ils ont survécu parce qu'ils se sont réfugiés dans le métro. Parce qu'il faut savoir que le métro à Moscou, c'est tellement profond sous terre que ça fait office d'abri anti-atomique, tout simplement. Et du coup, les gens qui ont survécu, c'est parce qu'ils étaient dans le métro, qu'ils se sont réfugiés dans le métro avant que les bombes atomiques tombent. Et du coup, c'est eux qui ont survécu, et ça fait 20 ans, puisque la guerre nucléaire s'est produite en 2013, et donc ce livre se passe en 2033, donc ça fait 20 ans que la guerre nucléaire a eu lieu, et ça fait 20 ans que les gens vivent dans le métro. Et il y a toute une société qui s'est organisée là-dedans, et tout, voilà. Les problèmes que j'ai avec cette saga, c'est que dans le 2033, donc, il t'introduit un tas de concepts. C'est-à-dire, notamment que tous les problèmes politiques qu'il y avait à la surface, ils continuent dans le métro. C'est-à-dire que dans le métro, il y a toujours les communistes, il y a toujours les fascistes, il y a toujours les capitalistes. Hein. Ce qui fait office de la Hanse, donc la ligne du métro circulaire, ça fait office de capitaliste. Et voilà, en gros, tous les problèmes politiques de la surface restent dans le métro. Il y a tout ça, il y a toute une nouvelle organisation de la vie, et il y a surtout des monstres mutants qui sont apparus à la surface de la Terre. La radioactivité a fait muter les animaux, j'imagine, qui se sont transformés en monstres mutants, et puis du coup, plus personne... Enfin, c'est très dangereux de s'aventurer à la surface, déjà parce qu'il y a des radiations, et en plus parce qu'il y a des monstres mutants, pour poser le contexte. En plus de ça, il y a aussi quelques monstres mutants qui ont réussi à s'infiltrer dans le métro, on ne sait pas trop par où, par certainement des entrées cachées dont les gens n'avaient pas conscience, mais il y a des monstres mutants dans le métro du coup, et c'est ça qui crée un danger permanent, c'est que tu ne sais pas trop où ils sont, ils peuvent être n'importe où. Donc voilà. Et voilà, donc dans le 2033, il y a toute cette tension de te dire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi dans le métro, donc à tout moment tu te dis, il y a un truc chelou, bizarre qui va lui sauter dessus, et tu as cette tension en permanence en fait, de monstres mutants. Et pourquoi j'insiste sur les monstres mutants? C'est que pour faire une critique, voilà, en fait, pour vous resituer, il y a des stalkers, ce qu'ils appellent des stalkers, c'est des gens qui peuvent enfiler des combinaisons anti-radiation et qui font des missions à la surface. Donc ils montent à la surface du métro, donc de la surface dans les rues, dans la ville, quoi. Et du coup, c'est des gens entraînés, armés,
tout ce que tu veux pour faire face aux monstres qui se trouvent là-haut. Tu vois, c'est déjà entraîné. Et donc, dans 2035, c'est une petite ellipse entre 2033 et 2035. Dans 2035, les monstres mutants, tout le monde a oublié que ça existait. Dans le métro, plus personne n'a peur. À la surface, plus personne n'a peur, tout simplement parce qu'il n'y a plus de monstres mutants nulle part. Et au début, je me disais, c'est bizarre, c'est quand qu'ils arrivent. Et de temps en temps, en scred, le personnage principal, l'auteur, il va te lâcher une petite phrase du style il se demandait alors tout d'un coup, il se rappelait de tous ces monstres mutants, et il se demandait tout d'un coup où est-ce qu'ils étaient passés. Il ne trouvait pas la réponse. Mais nous non plus, en fait. Moi, je me disais, ok, s'il pose cette phrase à ce moment-là, c'est qu'il va développer le problème plus tard. Il ne le développe jamais. Figurez-vous que dans 2035, il n'y a aucun monstre mutant. On ne sait pas pourquoi. Ils ont disparu. Donc, tu vois, c'est un peu chelou. Tu crées un univers dans 2033. Et moi, j'aimais bien cette tension permanente de dire qu'il y a un monstre qui va débarquer et tout. Mais non, dans 2035, ça n'existe plus. Et je n'ai pas compris pourquoi ce choix. Voilà, bref. Ça, c'est surtout 2035. Sinon, 2034, c'est très clairement un livre de transition entre 2033 et 2035. On va pas se mentir. Il ne sert pas à grand chose, à part à t'introduire deux nouveaux personnages que tu vas retrouver dans 2035 pour le coup. Mais à part ça, franchement, le plot, le sujet du livre, c'est un problème mineur. En gros, c'est une épidémie, quoi. Il y a une maladie dans le métro. Il y a des gens qui tombent malades, qui meurent les uns après les autres. Il faut trouver un remède. Comment on va faire? Mais voilà, c'est pas les mêmes personnages que dans 2033. Et du coup, je m'en foutais un petit peu, en fait, de la résolution de ce problème. Mais bon, du coup, je l'ai quand même lu parce que tu retrouves quand même cet univers du métro, de l'univers oppressant. Mais je me souviens pas si tu avais des créatures mutantes dans 2034. C'est possible. Je m'en souviens pas des masses. Mais bon, tout ça pour dire, en résumé, franchement, lisez juste 2033 et ça ira très bien. Si vous accrochez vraiment à l'univers, à ce truc d'ambiance dans le métro, de survie et de micro-société souterraine, en fait, bah à ce moment-là, vous pouvez lire 2034 et 2035, mais aussi le problème que j'ai à dire de 2035, c'est qu'avant, les problèmes politiques dans 2033, à savoir comment est-ce que des communistes, des fascistes, des capitalistes, tout ça peuvent cohabiter. Tu vois, il y a 2-3 ententes, mais tu sens que c'est compliqué. Mais c'est un problème mineur, secondaire dans 2033. Et dans 2035, c'est le problème principal, en fait. Comment tous ces gens vont cohabiter et tout. Enfin, c'est pas le problème principal. Ça reste encore une fois secondaire, parce que le problème principal de 2035, c'est pas un spoil, c'est écrit derrière sur le 4e de couverture du livre, c'est que le personnage principal, donc Artyom, le héros, est persuadé qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas les seuls êtres humains vivants après la catastrophe nucléaire. Et du coup, il essaye d'envoyer des signaux radio pour essayer de contacter des autres êtres humains, sauf que personne ne lui répond. Mais il reste déterminé à essayer de trouver des survivants. Voilà, ça c'est le plot de 2035. Mais du coup, ce plot-là, il marche bien, parce que tout le long, tu le suis, tu te dis, c'est vrai, c'est un plot pertinent, parce que toi aussi, tu te poses la question, mais finalement, c'est vrai, est-ce qu'il y a des autres survivants quelque part? Du coup, ça marche bien, ça c'est vraiment le truc qui te fait t'accrocher à l'histoire jusqu'à la fin. Et franchement, 2035, c'est un bon livre, hein. Faut pas croire, c'est un très bon livre, c'est juste que il y a des incohérences. Les mutants qui disparaissent, on ne sait trop pourquoi. Ouais. Artyom, qui est littéralement, donc le héros, qui est le héros de 2033, de 2035, il est fou, il est devenu fou, en fait parce qu'il est tellement obstiné à vouloir chercher les survivants, les gens lui disent, mais comment tu sais qu'il y a des survivants? J'en sais rien, mais j'en suis sûr. Et du coup, personne ne le croit, et du coup, tout le monde le prend pour un fou, et du coup, tu vois que lui, il est fou, dans ses réactions, dans ses dialogues, il est fou. Tu suis un héros principal qui est complètement starbé. Et ça, tu le ressens tout le long du livre, et c'est une impression bizarre, hein, parce que normalement, le personnage principal est solide. En tout cas, dans le 2033, il était solide, hein, le Artyom. Et là, tu sens qu'il peut péter un câble à tout moment. Mais bon, bref. Franchement, une excellente saga, si on veut faire un avis global, une excellente saga que je vous recommande parce que bah, c'est très bien en fait. C'est un univers de science-fiction. C'est un des univers de science-fiction le plus développé et le plus complet que j'ai lu. Le gars a pensé à tout.
à des moments, je me souviens, je me disais, ouais, mais si tu vis sous terre, comment tu vas... Il y a deux, trois petits trucs que tu pourras plus tellement régler, là. Moi, à un moment, je me souviens, je me suis dit, ouais, mais si t'as plus la lumière du soleil, dépression constante, vitamine D absente, carence en vitamine D, tu meurs. Pas top, ça. Et puis après, quelques pages plus loin, il m'a glissé un petit... les gens n'avaient même plus besoin du soleil. Ils bouffaient de la vitamine D en pilule. Donc ça résolvait tout. Et là, je dis, ok, ah bon, il m'a répondu, ok. Et du coup, il résolvait toutes les incohérences au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu n'en aies plus, en fait. À la fin, il n'y a plus d'incohérence, tu te dis, ok, ben, ton univers tient debout. Voilà, juste respect pour avoir créé tout ça. Et puis voilà, très bon livre de cet auteur russe. D'ailleurs, qui est un peu dans la merde en ce moment, parce qu'il a ouvertement donné son avis sur Twitter, sur la guerre en Russie et en Ukraine. Et apparemment, c'est quelque chose qui n'a pas plu au gouvernement russe. Donc, ils ont voulu le faire emprisonner. Et je ne sais pas s'il a réussi à s'enfuir avant. J'ai entendu qu'il s'est exilé en Europe, mais je ne sais pas si c'était avant ou après cette sentence. Donc, ça se trouve, il est juste emprisonné et condamné à mort. Ça m'étonnerait qu'il soit condamné à mort, mais quand même. Peut-être que ça se trouve, il est dans la merde. Faudrait que je me renseigne en vrai. Mais bon, bref. Assez parlé de Métro 2033 et toute la saga Métro, en fait. On va parler d'un autre excellent livre qui, cette fois, qui est un thriller. Non, un polar. Oui, parce que j'ai appris la différence entre polar et thriller. Polar, c'est quand il y a eu un meurtre et tu cherches le coupable. Thriller, c'est quand il y a un meurtre et que le meurtrier continue à tuer pendant le livre. À ce moment-là, c'est un thriller puisqu'il y a une course contre la montre pour l'empêcher de tuer plus. Donc ça devient un thriller, voilà. Bref, on va parler aujourd'hui de 1793 de Niklas Natt Ordach. Voilà, si le nom de l'auteur est compliqué, c'est simple, c'est parce qu'il est suédois. Et en Suède, ils sont encore à l'âge des cavernes. Non, je rigole, mais la langue suédoise, c'est quelque chose. Hein. Les langues nordiques. Voilà, 1793 donc, qui se passe en 1793. C'est simple de donner des noms au livre, en fait. Métro 2033, il aurait juste dû s'appeler 2033. Tu donnes juste l'année et puis ça fait un titre. Bref. Pourquoi 1793? Pourquoi cette année-là? Parce qu'il te place cette année-là, en fait, c'est en pleine Révolution française. Vous me direz pourquoi française alors que ça se passe en Suède? Eh bien tout simplement parce que je ne pensais pas que la France avait autant d'impact à l'époque, mais que la Révolution française a fait tellement de bruit dans toute l'Europe, que toute l'Europe s'est dit, putain, mais en fait, nous aussi, on peut faire une révolution. Et c'est un peu lancé voilà. Ça a donné des idées à la Suède, par exemple, et puis notamment, ça se passe dans ce contexte-là, donc. Donc la Suède est en train de se questionner sur la révolution. Bon, ça c'est un fond, c'est le contexte, mais le sujet du livre, c'est pas ça. Le sujet du livre, c'est qu'il y a un mort, et puis un mort assez dégueulasse, qui est mort dans des conditions assez tragiques, dans le sens où il a plus de bras, plus de jambes, plus de langue, plus d'œil. Et voilà, je crois que c'est tout. Il lui reste tout le reste, encore heureux. Mais voilà, et ils se disent, mais comment il a pu arriver dans cet état-là? Pourquoi? Et tu vas essayer de comprendre pourquoi, comment, pourquoi, ouais, voilà, tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce livre, c'est un très bon livre que j'ai adoré. C'est très, très cru. Très, très cru. Dans le sens où l'auteur ne va pas hésiter à... t'auras un sentiment de dégoût parfois, parce que c'est vraiment cru, au point que quand un mec meurt, il n'est pas juste mort. D'abord, il va se vider de ses excréments, ensuite il va pisser le sang, ensuite il va pisser dans ses excréments, et ensuite il va s'effondrer dans toute cette masse, et il va respirer cette odeur. Et il avait dit, c'est cette odeur qui est un avant-goût de l'enfer. Voilà, donc tu vois, on est dans ce contexte de ce genre de truc. Un autre exemple, à un moment il y a un bourreau qui va exécuter quelqu'un. À l'époque, il n'y avait pas la guillotine, donc il le faisait à la hache. Et comme le bourreau fait tellement un métier pénible, il se bourre la gueule chaque matin avant d'aller faire ce métier. Et du coup, à chaque fois qu'il va exécuter quelqu'un, il est complètement pété, complètement bourré. Et du coup, ça arrive très souvent qu'il donne un coup de hache, pas tout à fait dans la nuque, mais un peu derrière ou un peu au-dessus. Et que du coup, ça rate. Et du coup, il doit s'y reprendre à 4-5 fois, pour 4-5 coups de hache pour vraiment buter le gars. Voilà dans quel contexte il y aura le livre, par exemple. Il y a des scènes de viol, il y a des scènes
de torture, il y a tout ce que tu veux. Franchement, les scènes de viol, heureusement, elles sont un peu écourtées, dans le sens où il écrit juste une phrase pour dire et ce qui devait se passer se passa. Tu vois, il ne va pas décrire en les détails. Ça, heureusement, parce que ce serait un peu dérangé sinon. Mais voilà, il y a des cadavres en train de pourrir, il y a la description de la ville sent la pisse, elle sent la merde, il y a des détritus, ça pue la merde dans toutes les rues. Tu vois, on est dans ce genre de description. Si je devais comparer, c'est quelque chose qui m'a rappelé Zola, Émile Zola, qui était qualifié de naturaliste, donc qui décrit des trucs de manière très crue. Bah là, c'est pareil. Pour moi, j'ai comparé ce livre un peu à Zola, parce que ça m'y faisait penser beaucoup. Mais bon, bref, en soi, je vous ai un peu tout dit. Et franchement, je vous le recommande 1000 fois. Un excellent livre. D'autant plus que c'est une trilogie, donc il y a 1794 et 1795, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire certainement. Donc voilà. Très chaude recommandation de ma part, ce livre-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, j'ai lu Blade Runner de Philip K. Dick, donc le livre qui est à l'origine du film. Donc du film des années 80 ou 90, je ne sais plus quand il est sorti. Mais il faut savoir que le livre n'est pas tout à fait exactement comme le film. Ou plutôt c'est l'inverse, c'est le film qui n'a pas respecté le livre. Puisque le livre est sorti avant. Et le livre est très bien. Le livre te pose l'univers, du coup qui est un univers que tu comprends un peu mieux que dans le film, parce que dans le film on ne t'explique pas, on te montre des images. Alors que dans le livre on t'explique le fonctionnement de tous les trucs. Et j'ai trouvé le livre très bien. En tout cas j'ai accroché. Et ouais. On est toujours dans ce délire de... Il y a des androïdes. Donc des androïdes qui sont des humains robots. Sauf qu'ils sont tellement bien faits que tu ne différencies pas un androïde d'un être humain. Et du coup, ils arrivent à s'immiscer dans la société, sauf qu'ils n'ont pas le droit, parce que depuis qu'un androïde a tué un être humain une fois, ils sont considérés comme extrêmement dangereux, et du coup, ils n'ont pas le droit de vivre en communauté avec les humains. Donc, dès qu'il y en a un qui se fait repérer, il doit être éliminé. C'est là qu'interviennent les Blade Runners. Les Blade Runners, ce sont donc des assassins d'androïdes. Et voilà, en gros, tu vas suivre un assassin, un chasseur de primes, voilà. Un chasseur de primes d'androïdes. Il va essayer de trouver les androïdes, de les buter et de récolter la prime. Et voilà. Et franchement, c'est pas mal. Il y a vraiment un univers de science-fiction qui est posé. Il a inventé plein de concepts. Il a inventé des tests. Il y a des tests qui existent spécifiques pour débusquer les androïdes des réels êtres humains. Le test est basé sur l'empathie. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est sur l'empathie. Donc en gros, les androïdes n'ont pas d'empathie et les êtres humains en ont. Et c'est ça qui les différencie des robots. Donc des androïdes. Donc ils leur font passer un test, ils leur montrent des images choquantes. Et s'il n'a pas assez d'empathie par rapport à ces images, c'est un robot. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il te dit que ce test ne marche pas sur les schizophrènes et autres personnes simples d'esprit, car ils ne vont pas éprouver d'empathie vis-à-vis de ces images parce qu'ils ont le cerveau déréglé. En gros, c'est ça qu'il essaie de te dire. Et du coup, ça amène à poser des questions sur la nature humaine. Je trouvais ça intéressant. Mais bref, franchement, très bonne pioche, lisez-le si vous pouvez. Il n'est pas très long, il fait genre 200 pages, il me semble, 250 pages. Et franchement, j'ai trouvé très bien. Donc, à lire. Ensuite, on va s'attaquer à un gros morceau. Quand je vous dis un gros morceau, c'est certainement le plus gros morceau que j'ai lu de ma vie. Donc oui, un gros morceau. On va parler du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ah pardon. Oui d'ailleurs j'y pense, je ne l'avais pas fait avec Blade Runner, j'ai dû oublier. Du coup le livre est quand même apparu, on ne sait pas comment, mais c'est de la magie. Bref. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors, 1400 pages dans ta gueule. Déjà ça il faut le savoir avant de se lancer dedans. Même si en vrai, donc c'est un livre qui a été écrit en 1850. Non, même avant, je crois. Ouais, même avant, 1800... Ou non, peut-être après, en fait. Ouais, je crois 1850, par là autour. Bref, le livre se situe juste après que Napoléon ait perdu la bataille de Waterloo et du coup que la monarchie soit revenue au pouvoir. Napoléon, actuellement, est sur l'île d'Elbe. Donc, il avait été exilé sur l'île d'Elbe après avoir perdu le pouvoir.
Je m'y connais pas des masses en histoire, mais il me semble que c'était ça. Du coup, là, la monarchie est revenue au pouvoir. Et voilà dans quel contexte il y a cette histoire. Donc, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est extrêmement connu, je pense que je vous la connaissez, mais en gros, un jeune gars qui a tout pour bien faire, qui n'est pas spécialement riche, mais qui a une belle copine, ils vont se marier. Il est second sur un bateau, il va bientôt être promu, donc il va potentiellement gagner plus d'argent, donc il va potentiellement voilà, bien gagner sa vie. Donc il a tout pour bien faire, et du coup, quelques personnes sont jalouses de lui, notamment une personne qui convoite sa femme, une autre personne qui convoite son poste, le poste auquel il va être promu sur son bateau. Et voilà, donc ces deux personnes vont comploter pour essayer de le faire arrêter, parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il se fasse arrêter pour prendre sa place, en gros. Et voilà, du coup, ils vont faire un complot pour le faire en sorte qu'il soit arrêté. Ils vont déposer une fausse lettre chez lui, où il sera accusé d'être bonapartiste, sous-entendu donc d'encourager le retour de Napoléon au pouvoir, ce qui à l'époque apparemment est un blasphème. Je n'y connaissais pas des masses, mais apparemment c'était ça. Et du coup, ils vont trouver cette lettre chez lui. Ils vont dire, mais vous êtes un bonapartiste. Hop, en prison. Il est jeté en prison. C'est un peu simplifié, mais voilà. Et puis voilà, est-ce que je peux vous spoiler toute l'histoire? Non, pas forcément, mais bon, bref. Je vais vous spoiler au moins le début, parce que c'est indispensable pour comprendre. Et en prison, il va rester très très longtemps. Du coup, il ne pourra pas se marier. Du coup, il se dit, putain, ma copine va m'attendre. Elle doit être en train de m'attendre. Mais qu'est-ce qui va se passer du coup? Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, le mariage est annulé, du coup, ma vie est foutue et tout. Sauf qu'en prison, il va réussir à s'échapper. C'est pas un spoil, ça. En vrai, le livre est sorti en 1850, c'est bon. Si je te spoil ça, fallait être né avant en même temps. Bref. Quelqu'un d'autre dans la prison, que tout le monde prend pour un fou parce qu'il dit à tout le monde qu'il y a un trésor sur une île, et tout le monde y mettait taré, lui il va dire, ah ouais, il y a un trésor? Ok, du coup il s'échappe de la prison, il va choper le trésor, effectivement il y a un trésor, du coup il devient riche. Mais tellement riche que ça en devient démesurément riche, dans le sens où il peut tout faire. Il a de l'argent jusqu'à sa mort. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? À la place de se racheter une vie et de recommencer une vie paisible comme tout le monde, enfin paisible, non, de se racheter une vie dans un autre pays ou de se racheter une vie tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Non, il va dépenser tout cet argent pour se construire une nouvelle vie autour des personnes qui l'ont trahi et qui l'ont envoyé en prison. Parce qu'en fait, à la sortie de prison, il a tellement changé qu'en fait, personne ne le reconnaît, tellement il a changé du point de vue de l'amaigrissement, mais surtout du point de vue de la dureté du visage, parce qu'il dit au début c'était un enfant naïf, et maintenant il a les traits tirés, le visage conscient de l'horreur du monde en fait. Et du coup, de ce point de vue-là, personne ne le reconnaît. Et du coup, il va construire sa nouvelle vie autour des personnes qui l'ont trahi, pour faire ami-ami avec eux, et pour lentement préparer une vengeance, où il va leur donner des petits coups sournois, sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais c'est très très subtil, dans le sens, ça va pas être... il va pas les tuer. Il va faire des trucs... ça va être très subtil, tu vois. Ils ont tous fait une erreur dans leur vie, les gens qui l'ont trahi. Une erreur avec des personnes passées et tout ça. Et lui, il va faire ressurgir ses erreurs aux yeux du monde. Un peu en poussant ça, en forçant un peu, tu vois. Mais voilà, du coup, non mais bref, je peux pas vous raconter. Ça va forcément être nul quand je vais vous raconter. C'est un livre qu'il faut lire. Parce que franchement, tu passes un bon moment dedans. Et c'est vraiment un incontournable, je dirais. Parce que, ouais, 1400 pages, mais c'est 1400 pages où du coup, ce qu'il y a de bien avec les grands livres, c'est qu'il y a le moment où tu découvres les personnages et tu apprends à les connaître. Dans les petits livres, en fait, le problème, c'est qu'au moment où tu découvres les personnages et tu apprends à les connaître, le film est fini une fois que tu les connais, tu vois. Alors que là, une fois que tu les connais bien, tous, tu peux les suivre. Tu peux suivre leurs réactions et tout, parce qu'il y aura énormément de personnages. Tu arrives quand même à suivre. Au début, quand tu les découvres tous, c'est compliqué.
Mais une fois que tu les connais tous, bah, tu les suis tous et tu sais qui est qui, tu sais qui a fait quoi, et c'est là que ça devient jouissif. Non, franchement, je ne peux que vous le recommander. Je n'arrive pas à vous l'expliquer comme j'aurais voulu, mais juste lisez-le parce que c'est incroyable. Bref, on passe à la suite. Le vagabond des étoiles de Jack London. Donc, Jack London, il faut savoir que j'aimais bien cet auteur. J'ai lu Martin Eden qui était incroyable. J'ai lu Le Loup des mers qui était bien, mais il faut. C'est quand même assez très très dur comme livre, je trouvais. Et qu'est-ce que j'ai lu de lui encore? Pas grand chose de plus en vrai. Bah voilà, j'ai lu Le Vagabond des étoiles. Et oui, si vous vous posiez la question, oui, c'est de là que Nekfeu a tiré le titre de son album, Les Étoiles Vagabondes. Il a juste pris ce titre et il l'a inversé. Voilà, c'est ça l'originalité des artistes aujourd'hui. Bref. Non, je rigole, mais bon, bref. Le Vagabond des étoiles, donc, je pense que c'est le livre que j'ai le moins aimé de cet auteur. Ça va pas du tout ce livre, il y a un gros problème. Hein. Il y a un gros problème. Sérieusement, il y a un vrai problème. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement un mec qui est jeté en prison, à qui va être... je sais plus s'il est accusé à tort ou pas, mais en gros, il est en prison. Et comme il a tendance à avoir le sang chaud, il va souvent répondre aux geôliers ou tous ces gens qui surveillent la prison. Et du coup, il va souvent mal leur répondre. C'est un très gros résumé ce que je vous dis là. Et du coup, on va souvent lui passer la camisole de force. Et la camisole de force, c'est très éprouvant parce que tu as l'impression d'étouffer et tout. Donc en fait, après, il a développé une technique de communication avec ses compagnons de cellule qui sont à l'autre bout de la prison. En gros, ils toquent sur les murs et ils font du code Morse sur les murs. C'est plus du code Morse, mais c'est un type de code. Et du coup, ils communiquent comme ça. Et du coup, ils arrivent à communiquer. Et il y en a un qui arrive à dire que, en fait, le secret pour la camisole, c'est d'arrêter de se débattre et d'apprendre à mourir un petit peu, mais sans mourir réellement, tu vois. Et lui, il apprend ce secret, et du coup, il découvre ce secret, et du coup, il enfile la camisole, il meurt un petit peu, dans le sens où il doit vraiment arrêter de respirer, jusqu'à ce qu'il sente son cœur qui arrête de battre. Et à ce moment-là, il y a son esprit qui dérive dans une autre réalité. Son esprit qui va sortir de son corps, il va se voir lui-même, et il va avoir ses vies antérieures. Voilà, tout le pitch du livre est ça, et là-dessus. C'est qu'il va gentiment apprendre à se laisser mourir en camisole de force, du coup, jusqu'à ce que son esprit sorte de son corps et qu'il aille voyager. Donc, d'où le terme vagabond des étoiles. C'est qu'en fait, son esprit va dans les étoiles, et chaque étoile, ça représente une vie antérieure qu'il a eue. Et du coup, il va visiter les vies antérieures qu'il a eues. Voilà. Sauf que vous vous en doutez, les vies antérieures qu'il a eues sont complètement différentes les unes des autres. Vraiment, il y en a une qui se passe au Far West, il y en a une qui se passe en Corée, dans le temps des samouraïs. Il y avait des samouraïs en Corée? Je sais plus. Bref. Il y en a une qui va se passer où encore? Une qui va se passer... ça, elle m'a agréablement surpris, c'est là une qui va se passer avec Jésus. Genre, c'est pas un apôtre de Jésus, mais c'est un mec qui sera à Jérusalem au moment où il y avait Jésus qui était là. Et où tout le monde disait, regardez, c'est un mec chelou, il fait des miracles et tout. C'est qui ce gars? Et le mec décrit un mec random qui était là au moment où Jésus était là. Donc ça, c'était marrant. Et en gros, tout plein de vies antérieures comme ça. Et du coup, vous en doutez bien, toutes ces vies antérieures qu'il va te décrire n'ont rien à voir avec l'histoire du mec qui est enfermé en prison. Du coup, moi, j'étais à fond sur l'histoire du mec qui est en prison. Je le voyais se battre, je me disais, putain, j'espère qu'il va s'en sortir, il va réussir à s'évader et tout. Je ne vous spoil pas s'il réussit ou non. Et du coup, je vous garantis, des fois il met genre 60, 80 pages, ou juste fin de chapitre et début de chapitre, pendant 80 pages, tu auras la description d'une vie antérieure qui menait quand il était prince de Corée. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Non mais franchement, il y a des histoires qui m'ont fait chier. Moi je me disais, bah attends, j'aimerais savoir s'il s'enfuit de la prison ou pas. Mais à la place, non. Tu dois faire une pause et tu dois te dire, allez, intéressons-nous à l'histoire du prince de Corée de 1650. Allons-y. Non, moi je m'en foutais complètement de cette merde. Non mais franchement, en fait c'était ça le problème.
c'est qu'en gros, c'est un livre où il y a, allez, 10 histoires différentes qui n'ont rien à voir les unes entre elles, parce que chaque histoire est une vie antérieure. D'ailleurs, j'ai soupçonné ça, mais je me disais, comme Jack London a écrit pas mal de nouvelles, c'est quelqu'un qui écrivait des nouvelles, je me suis dit, comment il a fait pour recycler ses nouvelles? Et ben voilà, il les a foutues là-dedans. Chaque nouvelle, c'est une vie antérieure. Et puis voilà. Voilà comment il a recyclé ses nouvelles. Ouais, bref, le truc que je trouvais vraiment déplacé, enfin pas déplacé, mais je veux dire, c'est franchement le manque de, l'absence de, le problème de rythme. T'as une histoire, tu suis l'histoire, ça monte, ça s'empire, il y a de la tension parce qu'il est en camisole de force et tout. Et d'un coup, paf, on part sur une histoire dans le Far West avec les Indiens. Ça n'a rien à voir. Enfin, peut-être vous aimez ça. Peut-être vous aimez ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas accroché à ce changement de décor instantané. Moi, je voulais la suite de l'histoire dans la prison, je l'avais pas. Et à la place, j'avais une histoire dont je m'en foutais. Donc ça m'a dérangé. Et après, peut-être que j'ai pas su apprécier le livre à sa juste valeur. Peut-être qu'en fait, un livre avec 6 histoires différentes dans le livre, ça s'apprécie. Peut-être. Mais pas pour moi. Bref. Essayez-le. Essayez-le, on sait jamais, peut-être ça va vous plaire. Sinon, on va peut-être passer à autre chose. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Voilà, il faut savoir que Jules Verne, j'en ai lu un petit paquet. Enfin, un petit paquet. J'en ai lu 3. C'est quand même un petit paquet, 3. Tu vois, ça fait quand même un petit 3 là. Bref, j'ai déjà lu 20 milieux sous les mers. Le truc sous la terre là. Voyage au centre de la Terre. Et puis l'île mystérieuse. L'île mystérieuse qui est un sacré pavé d'ailleurs, mais que j'ai trouvé très bon. Les 3, je les ai trouvés très bons. Et celui-là, qui est donc de loin le plus petit que j'ai lu de lui, je crois qu'il fait 180 pages, 200 pages, un truc comme ça. Et alors le problème avec celui-là, c'est que c'est le premier que je lis de lui où il n'y a pas... J'allais dire où il n'y a pas de fantastique, mais non, en fait j'en ai lu un où il n'y avait pas de fantastique. L'île mystérieuse, il n'y a pas vraiment de fantastique. Mais bon, bref. Où il n'y a pas de fantastique. Du coup, en fait, le problème, c'est que le livre a très mal vieilli. C'est qu'en fait, le pitch du livre, c'est que le mec arrive à faire le tour du monde en 80 jours. Donc le tour de la planète. Aujourd'hui, tu te dis, bah évidemment, tu fais en avion, tu fais en moins de 2-3 jours. Ouais. Mais à l'époque, en 80 jours, c'était incroyable. Donc tu dois te remettre à l'époque où le seul moyen de locomotion, c'était le train et le bateau. Voilà, il faut se remettre dans cette époque-là. Et en gros, le personnage principal, Phileas Fogg, je crois qu'il s'appelle, il fait un pari avec ses potes avec qui il joue aux cartes. Il parle à un moment, ils disent que c'est impossible de faire le tour du monde en 80 jours. Et lui, il pose ses couilles sur la table et dit, moi, je vais faire le tour du monde en 80 jours. Je vais vous prouver que c'est vrai, je pars demain. Voilà, tout part de là. Il va faire le tour du monde de 80 jours avec son domestique. Puisqu'à l'époque, il y avait encore des domestiques. Son domestique s'appelle Passepartout, donc on n'est pas trop dans l'humiliation publique, ça va. Bref. Donc il va faire ce tour du monde, et puis il y aura tout un tas de péripéties au fil du chemin, évidemment plein d'imprévus, plein d'imprévus, en fait, je vais pas vous spoiler plus que ça, plein d'imprévus, plein de choses qui vont pas se passer comme prévu, mais néanmoins, il va réussir à faire le tour du monde. Est-ce qu'il le fera en 80 jours ou pas? Ah, ça on sait pas. Mais bon, voilà. Voilà, le livre est... Alors moi, j'ai dû me forcer à le finir parce que, putain... Je vais pas dire que c'est chiant, mais... Bon, quand tu sais que toi, t'aurais fini tout ça depuis 70 jours en faisant le tour en avion, ouais, il faut te remettre dans l'époque, certes, mais bon. Bref. Le livre a mal vieilli dans le sens aussi où il est raciste et sexiste. Voilà, il faut le savoir. Les femmes sont des petits êtres faibles qui ont besoin d'être protégés. Et les autochtones locaux, par exemple en Inde, ils sont arrivés en Inde et il y avait des sauvages. Et ils ont dit, mais enfin, ce sont des sauvages. Bon, bref, il y a des propos sur les sauvages. Et il y a des propos du style, heureusement qu'on leur a apporté la colonisation pour les éduquer un peu, ces singes.
ce genre de propos. Il y aura ce genre de propos. Mais bon, bref. Voilà, donc le livre a très mal vieilli de ce côté-là. Et puis, voilà. Je dirais pas que c'est le meilleur. Pour moi, Jules Verne, il y avait la trilogie du Perfect, c'est-à-dire 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre et Le Tour du monde en 80 jours. Pour moi, c'est les 3 grands incontournables de lui. En tout cas, de ceux, les 3 plus connus. On est d'accord. Et voilà, j'ai lu les 3 plus connus. Celui l'an dernier. Alors celui-là, je ne comprends pas vraiment pourquoi il est connu, parce qu'il n'y a rien. J'ai pas trouvé grand-chose d'incroyable, mais il est quand même sympathique. En fait, ce qui est sympathique, c'est à quel point les personnages s'émerveillent des petites péripéties de la vie. À l'époque, on savait être heureux. Non, je rigole. Mais je veux dire, surtout son domestique, en fait. Le domestique passe partout. Il est genre, à chaque fois qu'ils arrivent à prendre le bateau, il est en mode yes, hurrah. C'est vraiment hurrah, c'est son mot de. Il va dire tout le temps ça. Dès qu'il trouve la solution à un problème, hurrah, on est sauvé, hurrah, hurrah. Et puis en gros, il y a comment tu dis, un tel enthousiasme, ça fait chaud au cœur. Puis voilà. Mais voilà, le livre n'est pas le meilleur, mais il est quand même intéressant. Intéressant, mais bon. C'est pas celui que je vous recommanderais. Contrairement à L'île mystérieuse, ça je vous le recommande, mais je sais pas s'il plairait à tout le monde. Parce il doit bien faire 700 pages. Et en gros, c'est des mecs qui sont perdus sur une île mystérieuse et qui apprennent à survivre. Mais qui apprennent à survivre d'une manière high-tech. Hein. C'est-à-dire que les mecs vont récolter de l'argile, ensuite ils se font des briques. Avec les briques, ils se font une cheminée. Après, ils trouvent du charbon. Ils se construisent une cheminée sur une île déserte et tout. Ils construisent tous les objets de la vie moderne. Et à chaque fois, en fait, tu as un scientifique qui connaît tout, un professeur. Et le mec, il est là en mode « Je vais vous prouver qu'avec tous les objets qu'on trouve dans la nature, on peut tout simplement vivre avec les moyens modernes. » Enfin, avec les moyens modernes des années 1800, évidemment. Maintenant, ça va pas trop être possible de construire ton PC avec ce que tu trouves dans la nature. Ou des trucs comme ça, je pense pas. Mais bon, bref. À l'époque, apparemment, c'était possible. Après, ils avaient quand même sacrément de chance, parce que... je vous parle un peu vite fait de ce livre-là, mais bon, il m'a fait plaisir, donc j'en profite. Ils avaient quand même sacrément de chance, parce qu'à un moment, le professeur, il disait, si nous avons cette plante-là, à ce moment-là, nous pourrions faire ça. Du coup, ils vont se promener. Sur quoi ils tombent? Hop, la plante dont ils ont besoin. C'est incroyable. Il y a quand même pas mal de coups de chance comme ça, qui sont un peu tirés par les cheveux. Voilà. Des trucs... ils ont un peu beaucoup de chance. Hein. Mais j'ai trouvé quand même très intéressant comment ils survivent avec que des trucs archaïques. Et ils arrivent à faire une vie moderne de l'époque, donc. Je trouvais très intéressant, et il t'explique tout le processus chimique de comment c'est possible qu'on puisse utiliser cette matière-là pour faire tel produit. Il va loin dans les détails chimiques. Et du coup, c'est intéressant aussi en vrai. Allez. En vrai, je pense que je vous ai tout dit. En plus, je vous ai parlé d'un livre en bonus là à la fin. Mais bon, voilà. Comme je lis pas mal de livres, peut-être qu'il y en aura plus. Peut-être que je vous en dirai plus sur d'autres livres. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire sur les livres que j'ai lus. J'avais envie de vous parler de ceux-là. Parce qu'ils me restaient bien en tête. Et puis, c'est des livres qui m'ont un peu marqué. Et soit marqué, soit sur lesquels j'avais des choses à dire. Ou les deux. Voilà. Donc, bref. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai plus grand-chose à dire. C'était Julien. Ciao, ciao. Et à la prochaine. À plus.